Les peines de cœur sont difficiles pour tout le monde, mais elles le sont davantage pour les adolescents, car ce sont les premières. Aujourd'hui, nous allons parler du premier chagrin d'amour, juste après le générique. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci à Marie de nous partager son histoire. Bonjour Marie! Salut, ça va? Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter et nous donner un peu de contexte sur ton adolescence, s'il te plaît? Oui, j'ai grandi dans une grande ville en France, une famille plutôt classique, on est 4. J'ai une petite sœur qui a 3 ans de différence avec moi. Et voilà, au niveau de mon adolescence, quelque chose d'assez normal, j'ai envie de dire, si la normalité existe. En tout cas, j'étais plutôt bonne élève, parce que la scolarité, c'était très investi par mes parents. Je faisais pas mal de natation, j'avais une petite bande de copines, voilà. Pas de problème particulier à ce moment-là, tout allait bien. Alors avant de parler chagrin d'amour, on va parler de ta relation avec ce fameux garçon. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Alors du coup, il s'agissait de ma toute première relation amoureuse, première fois que j'avais un copain. Je l'ai rencontré pour la première fois, c'était le jour de la rentrée au lycée, la rentrée en seconde. Donc je me souviens que je l'avais trouvé tout de suite, je l'avais remarqué tout de suite. Je l'avais trouvé beau, je l'avais trouvé intéressant, voilà, il m'avait fait beaucoup d'effets. Et dans un premier temps, on est devenus amis, et puis au bout de 3-4 mois, on s'est mis ensemble et c'était très chouette, quoi. On était très amoureux. On passait beaucoup de temps ensemble. On avait une relation très fusionnelle. Déjà parce qu'on allait en cours ensemble, donc on se voyait tous les jours. Mais on se voyait aussi en dehors de ça et le week-end, pendant les vacances, voilà. L'objectif, c'était d'être un maximum ensemble. Et comment, du coup, ton entourage a pris cette relation? Est-ce que tes parents étaient pour? Est-ce qu'ils t'ont mis un peu des bâtons dans les roues pendant cette relation ou c'était plutôt bien? Au départ, je dirais qu'il y a eu 2 phases. En fait, au départ, ils étaient plutôt contents pour moi parce que j'étais quand même très contente. Ils voyaient bien qu'on était très amoureux, donc je pense qu'ils étaient un petit peu attendris, quoi. Et c'était un garçon en plus très gentil, donc ils avaient pas de difficulté avec lui en tant que personne. Voilà, il était très agréable et donc voilà, plutôt content. Et puis par rapport à ce côté fusionnel que je te décrivais, au fur et à mesure des semaines, ça a commencé un peu à les enquiquiner. Déjà parce que je leur mettais constamment la pression pour le voir, je leur demandais beaucoup l'autorisation de le faire venir, d'aller chez lui. Donc voilà, c'était un peu des fois sujet à tension, à dispute. Ma mère le conditionnait beaucoup à des devoirs, à des différentes tâches à réaliser. Et puis, il me reprochait un petit peu de me désintéresser de la vie familiale qu'on avait avant. C'est-à-dire des activités qu'on pouvait faire ensemble à 4, même des temps de repas. J'étais tout le temps sur mon téléphone, j'étais tout le temps obsédée par ce qui se passait avec lui et mon humeur suivait aussi beaucoup, la météo de ma relation, quoi. Quand ça allait bien, j'étais de super humeur, quand ça allait pas bien, j'étais au fond du trou et j'étais désagréable avec tout le monde. Donc voilà, ils ont été, je pense, un peu désarçonnés par ce côté fusionnel, mais je les écoutais pas trop. En fait, ça m'intéressait pas tellement, ce qu'ils avaient à en dire. Ce qui m'intéressait, c'était de le voir, quoi. Est-ce que du coup pendant ta relation, t'avais toujours tes amis qui étaient là, t'avais quand même ton cercle social qui était présent ou vraiment cette fusion de la relation était vraiment omniprésente? Ça s'était un petit peu restreint, pour plusieurs raisons. Aussi parce que, finalement, c'était la rentrée au lycée, donc j'avais changé d'établissement, j'avais pas forcément toutes mes copines de collège. Donc déjà, comme dès la rentrée, je suis devenue amie avec lui et avec, une autre fille en particulier, mon cercle, c'était un petit peu eux et du coup, j'ai pas ressenti le besoin à partir du moment où je me suis mis en couple avec lui, de faire «l'effort» entre guillemets d'entretenir d'autres relations amicales parce que finalement, c'était mon meilleur ami, mon copain, il me suffisait, quoi. Je voyais pas tellement l'intérêt de faire des trucs entre copines parce que j'avais envie d'être avec lui. D'accord. Et du coup, cette relation a duré combien de temps et comment elle s'est terminée surtout?
Bah, en fait, oui, elle a pas duré très, très longtemps. Elle a duré du coup, je l'ai rencontrée en septembre de l'année du lycée et on s'est mis ensemble en décembre et on s'est séparés 6-7 mois après, pendant l'été. Et en fait, déjà pendant la relation, heu et je pense que c'était un petit peu ce qui annonçait, ma réaction à la rupture, c'est que j'étais souvent, dans une humeur assez ambivalente. C'est-à-dire que j'étais à la fois très heureuse et très amoureuse et dans l'exaltation que ça peut provoquer quand tu découvres tous ces sentiments-là. Et aussi hyper angoissée parce que, le pendant de ce bonheur-là, c'est que j'avais peur que ça s'arrête. Donc, je stressais beaucoup à l'idée qu'il me quitte, qu'il rencontre, quelqu'un d'autre que moi, et aussi qu'il lui arrive un truc. Voilà, j'avais peur, qu'il disparaisse d'un coup, un peu abandonné, quoi. Et finalement, au moment de l'été, on a été séparés parce qu'on avait des projets, différents. Je devais partir à l'étranger. Donc on a déjà vécu une première expérience de distance que j'ai super mal vécue. C'était très difficile pour moi d'être à distance de lui et puis, on est quand même dans cette période de distance, on a quand même été très en lien. On s'appelait énormément, parfois même des nuits entières. Donc voilà, ça m'a quand même aidée à passer cette période-là et le jour où on s'est retrouvés, bah, dans la ville où on habitait, il m'a quittée en m'expliquant, qu'il avait rencontré quelqu'un pendant les vacances, qu'il était tombé amoureux de cette fille et que du coup la relation s'arrêtait là. Donc j'ai super mal réagi. Oui, je me doute. Je pense que c'est peu de dire, c'était un petit peu bah, toutes mes craintes que je décrivais avant, l'angoisse, que ça s'arrête, bah, ça s'est réalisé et puis de la pire des manières, en plus pour quelqu'un d'autre, pendant la période où on était séparés. Donc, c'était vraiment, la réalisation de mes pires craintes et on a eu un premier temps qui a duré quelques semaines, où en fait j'ai insisté pour qu'on reste amis, qu'on continue de se voir, de se parler, voilà, j'avais un peu la pression de réussir cette rupture à laquelle je croyais. Je me disais: «Bon, si je reste dans les parages, peut-être qu'il y a moyen de» et finalement, pendant cette période-là, il a eu une relation avec une amie à moi, donc une fille différente que, la fille pour laquelle, il m'avait quittée. Donc ça m'a mis très en colère et on a eu une dispute très forte et pendant cette dispute, en fait, il m'a dit que, voilà, il voulait plus du tout de contact avec moi, qu'il voulait plus me voir, plus qu'on se fréquente, plus qu'on se parle. Donc ça a été finalement le réel point final, à notre histoire. Donc à ce moment-là, on est, 1 an après notre rencontre, au moment de la première. Et et là, ça a commencé à être vraiment très compliqué pour moi. J'étais très triste, j'étais très abattue, j'y pensais tout le temps. J'étais, complètement obsédée par ça, j'arrivais pas à me changer les idées, à penser à autre chose. On était toujours scolarisés dans le même lycée, heureusement plus dans la même classe. Dieu merci, je pense que là, ça m'aurait achevée, mais quand même dans le même lycée, en habitant pas loin, c'est là que tu prends le même bus. Voilà, on se croise, hein, on n'était pas dans un lycée gigantesque non plus, donc ça a été aussi très difficile de le voir m'ignorer, de devoir le croiser et cetera et ça a vraiment accentué le fait que je pense, le fait que j'ai eu du mal à tourner la page. Donc ça a continué en fait plusieurs semaines, cette humeur, extrêmement triste, j'ai perdu complètement confiance en moi. J'avais plus du tout estime de moi-même, j'étais très isolée parce que par rapport à ce qu'on disait sur les amis et cetera, bon après j'ai réussi à m'en refaire, mais comme j'étais d'une humeur assez touchy, les gens me prenaient un petit peu avec des pincettes aussi, et c'est normal, je pense qu'ils étaient un petit peu dépassés par ce que je vivais, quoi. Et voilà, on va dire que l'apogée de ces moments-là de grande tristesse a été une tentative de suicide, quelques semaines après ça. Et suite à ça, du coup, mes parents ont insisté, pour que je voie une psychologue pendant plusieurs mois. Donc en gros, je l'ai vue pendant, les 9 mois de la 1re et voilà, ça a été un petit peu indispensable, pour me sortir de cette mauvaise passe. Aussi parce que, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était compliqué pour moi, d'avouer, de reconnaître que j'étais si mal à cause d'une rupture. Parce que j'avais l'impression que tout le monde le vivait un peu et c'est bon, quoi. Enfin, c'était un peu banal et du coup, il y avait pas de enfin, fallait pas en tomber au fond du trou comme ça. Donc ça, c'était un peu, culpabilisant, je trouve, culpabilisateur. Combien de temps tu as été soutenue du coup par ce psy? À peu près, je dirais 6-8 mois, un truc comme ça. Mais après j'ai arrêté, pour d'autres raisons, parce que je reprenais le dessus et que c'était moins aigu, on va dire, dans l'expression, dépressive.
Mais en toute honnêteté, et c'est pas pour démoraliser, les parents qui ont écouté, mais en réalité, ça m'a pris des années, en fait, à cicatriser de ça. J'ai mis, plusieurs années à être complètement sereine avec ça et est-ce que je le suis toujours? J'en suis pas certaine parce que ça reste, ça a pas été anodin non plus et ça reste une blessure dans mon adolescence, dans ma vie sentimentale. Je pense que ça a été vraiment mieux à part enfin, ça a commencé à aller mieux à la fin du lycée. Parce que déjà arrêter de croiser, le dit jeune homme, ça va quand même nettement mieux pour arrêter de remuer le couteau dans la plaie et ça, je pense que tout le monde, pourra s'identifier à ça, même en tant qu'adulte. Voilà, on a des ruptures, les séparations, les divorces, c'est quelque chose de fréquent. On n'aime pas particulièrement croiser son ex, tous les jours. C'est sûr. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du lycée? Est-ce que du coup, vous avez vraiment plus jamais eu de contact tous les deux ou t'as fini par redevenir amie avec lui? Non, non, il a bien tenu sa parole, c'est-à-dire qu'il avait juré, qu'il me réadresserait plus la parole, qu'il a tenu ça, donc ça a été assez rude. À la fin du lycée, moi, j'ai ressenti le besoin de lui écrire, en fait, de lui écrire une lettre, c'était un peu une manière de lui dire au revoir. Moi, ça m'a fait du bien, j'ai appris que lui, ça l'avait un peu agacé. Bon, je l'avais fait plus pour moi que pour lui, donc on n'est pas du tout, redevenus, amis ni quoi que ce soit. Sur le moment, je trouvais ça super difficile et en même temps, avec le recul, je me rends compte que ça m'a rendu service parce que concrètement, je me serais fait des films et je pense qu'il valait mieux une rupture de contact nette, au moins, voilà, je comprenais que c'était fini, plutôt que quelque chose qui aurait pu être ambigu et qui aurait pu aussi faire souffrir. Parce que je voyais pas mal de mes copines, voilà, galérer dans des histoires qui se terminaient sans vraiment se terminer. Moi, au moins, ça m'a évité ça. Voilà, c'était rude, mais ça m'a évité des choses un peu compliquées à gérer quand même. Et comment ça s'est passé du coup avec ta famille pendant toute cette période, dans le cocon familial? Comment était l'ambiance? Est-ce qu'ils étaient plutôt soutenants avec toi ou ils ont laissé plutôt la psychologue gérer ça? Comment ça s'est passé un petit peu? Globalement, ils ont été soutenants et présents. Je pense que, ils ont été complètement dépassés, en fait, par ma réaction, par l'ampleur de ma détresse. Ça les a beaucoup, je pense, peinés. Ils s'en sont pas du tout désintéressés et la psy n'a pas tout fait, quoi. C'était un petit peu pour se protéger du versant, assez pathologique que ça prenait, finalement. C'est-à-dire que, on sait que la rupture, c'est comme un deuil, donc c'est un peu normal, d'être triste, de pleurer, de ressasser un peu les choses, de se sentir dévalorisé. Enfin, je pense qu'il faut pas tout, psychiatriser dans les réactions. Mais par contre, c'est vrai que moi, au bout d'un certain temps, ça a pris une teneur un petit peu inquiétante et je pense que, ils se sont fait aider par comment dire? Par crainte que quelque chose leur échappe et je pense qu'ils ont bien fait parce que même moi, j'ai été assez surprise parce que heureusement qu'à 15-16 ans, j'avais pas encore connu, bah, de moments de mal-être comme ça. Bon, je traversais l'adolescence avec, toutes les questions qu'on se pose sur, le corps, qui change, les périodes pas forcément sympas entre l'acné, les appareils dentaires, le corps féminin qui ne convient pas forcément. Bon, ça, c'était à l'occasion de petits mal-être adolescents, mais rien de très puissant. Eux, à leur niveau, je les ai trouvés quand même plutôt aidants. Ma maman me parlait beaucoup et je pense qu'elle a eu de la patience et c'était important. Elle m'a aussi parlé, bah, de ses propres chagrins d'amour, et ça, bizarrement, c'est quelque chose qui m'a un peu aidée, bah, ceux de ma mère, mais ceux aussi de mes tantes, des copines de ma mère, voilà, de savoir que, c'était quelque chose, d'assez universel, de me rendre compte par le témoignage, de d'autres, personnes que qu'on s'en sortait aussi, qu'on faisait aussi d'autres belles rencontres après. Voilà, ça, c'était important, même si sur le moment, on me disait: «Ça va passer, tout passe». Je l'entends, je suis la première à le dire après, mais sur le moment, on se rend pas compte que ça va passer. On n'imagine pas qu'on va vivre autre chose. On a l'impression que c'est tout. Puis à l'échelle d'une vie, quand c'est la première relation, c'est aussi normal. Faut pas oublier qu'on est à un âge où on vit tout hyper, hyper intensément. On est assez manichéen, quand c'est bien, c'est génial, quand c'est pas bien, c'est la détresse, profonde. C'est aussi, je pense, l'intensité et le fait qu'on est à fleur de peau à l'adolescence, qui fait qu'on peut vivre ça d'une manière, très, très intense et très, très extrême.
mes parents ont été inquiets sur l'aspect scolaire. Ils avaient, comme je le disais au tout départ, pour eux, c'est quelque chose qui était très important. J'avais une pression scolaire, importante et ils ont été inquiets par rapport à ça. Je crois qu'ils avaient qu'une trouille, c'est que je dégringole. J'ai pas dégringolé du coup, pour lever le suspense. Bah bravo, parce que du coup, c'est pas évident, franchement, d'arriver à avoir une peine comme ça, très violente, et d'arriver quand même à maintenir, du coup, de l'intérêt pour le côté scolaire. Et finalement, t'as réussi quand même à relever le défi. Ouais, après je pense que c'était vraiment le fruit d'une pression, que c'était pas voilà, mais avec le recul, je me dis que ça m'a aidée parce que finalement, ça aurait été encore pire de surtout à ces âges-là où c'est vraiment pas rigolo, mais on joue des orientations. Donc j'ai de la compassion, pour les jeunes pour qui, c'est complètement impossible de continuer à investir, la scolarité et qui foirent leur année. Alors après, rien n'est jamais définitif dans la vie, hein, on se remet tous d'un redoublement ou quoi, mais j'imagine aisément qu'on puisse, entre guillemets, rater une année scolaire, avoir une année, moi je visais des choses où on était prise sur les dossiers, donc les parents nous mettent la pression, mais pas parce qu'ils s'en foutent de ce qu'on est en train de vivre, mais aussi parce qu'ils pensent à notre avenir, ils se protègent, ils se projettent, pardon, et ils se disent, bah, quand elle sera prise sur dossier, si elle a une année avec des notes qui sont pourries parce qu'il y a eu un chagrin d'amour cette année-là, enfin, je pense que ça parle peut-être à des parents, mais ça peut nous arriver aussi à la fac, plus tard. Voilà, c'est pas évident. Je pense qu'il faut de l'indulgence et de la bienveillance avec les jeunes à ce moment-là, et pouvoir se dire que l'important c'est la santé mentale et bon, bah, s'il y a une année qui a recommencé, ben, peut-être, pas hésiter à le faire aussi, je sais pas. Et du coup, à l'extérieur de ton cocon familial, est-ce que ta maman a parlé un petit peu aux autres membres de la famille, à des tantes, à tes grands-parents, un petit peu de ce que tu avais pu vivre à ce moment-là pour éviter que au repas de famille, ils te taquinent un petit peu sur tes relations, ou pas du tout? Il y a eu les 2 parties, c'est-à-dire que je pense qu'elle est restée relativement pudique sur ce qu'on a vécu, parce que, ça a été très difficile pour eux de me voir aller aussi mal. Donc ça, je pense qu'elle en a pas fait part, la tentative de suicide, elle en a pas parlé, les problèmes alimentaires, le sommeil et cetera, elle est restée pudique par rapport à ça, et ça, c'était important aussi que je puisse conserver, une vie privée, une intimité. On va dire que c'était le gage pour que je puisse aussi me confier à eux. C'est-à-dire que fallait pas être étalé sur la place publique. Mais en même temps, elle a quand même effectivement, et puis ça m'a presque surprise que ce soit pris autant au sérieux, mais informé, la famille élargie que je m'étais fait larguer et du coup ça bon, ça m'a permis d'éviter les questions, voilà, où tu dis genre, «Comment va-t-il? Où t'en es?» voilà, que ça, mais aussi d'avoir un petit peu de compassion parce que du coup, ça a pas non plus été complètement évacué, ça a pas été le sujet à ne pas aborder. Simplement, ils m'ont dit: «Bon, bah, on sait ce qui s'est passé, comment ça va?» J'ai pu aussi me plaindre et ça fait du bien. Parce qu'au niveau du lycée, c'était un peu compliqué de pouvoir le voir comme une personne qui avait fait quelque chose de pas drôle. On me forçait un petit peu à pas forcément le critiquer, ce que je peux entendre, mais dans ma famille, c'était aussi l'endroit où je pouvais me lâcher, le critiquer, lui refaire un veston, et ça fait aussi, partie des petites choses qui peuvent aider à aller bien, à avoir de la compassion en face, et justement, ça a permis à ce que tout le monde y aille de sa petite histoire dramatique, et c'est marrant parce que du coup, c'était des sujets qu'on n'aurait pas du tout abordés, et voir les adultes, rire avec le recul aussi des foirages de leur première relation, bah, c'était assez aidant, c'était soutenant et assez réconfortant. Je pense que voilà, à petite dose, c'est bien d'en faire partie. C'est aussi, finalement, ma mère, elle me montrait aussi qu'elle estimait que voilà, c'était quelque chose qui se partageait, comme elle aurait manifesté, je sais pas, un autre souci qui est arrivé, on en parle, sans trop dévoiler ce qui est privé. C'est génial parce que finalement, une histoire qui aurait pu vraiment mal se terminer devient un sujet au sein de ta famille où vous communiquez beaucoup dessus et finalement ça aide aussi peut-être tes cousins, tes cousines qui sont venus peut-être après toi et qui ont pu en parler peut-être plus facilement aussi et c'est vraiment chouette. Est-ce que tu as eu d'autres copains après ta rupture? Bah oui, ça c'était pas tant le problème finalement, mais ça a pas forcément été bon signe dans le sens où
j'ai quand même eu des difficultés à être seule. Donc ça explique que j'ai beaucoup enchaîné les relations et c'est pas forcément quelque chose qui m'a fait du bien. Par contre, après, j'étais attentive à cette fusion, je pense, qui a fait que la rupture a été aussi brutale. De passer du tout au rien, c'était quand même un virage assez compliqué à négocier. Donc après, dans mes relations futures, j'ai fait attention à ça, à conserver un cercle, à conserver une sorte d'indépendance et comment dire, un tapis de secours, un filet de secours affectif, c'est-à-dire conserver les amis, etc. Mais voilà, effectivement, quand j'étais adolescente, au moment de la rupture, est-ce que j'allais retrouver un copain, quelqu'un qui me rende heureuse? C'était quelque chose qui m'obsédait un petit peu, parce que je parais mon ex de toutes les qualités humaines possibles et du coup, j'imaginais que j'allais jamais retrouver quelqu'un d'aussi bien. Donc me remettre en couple, d'un côté, ça m'a rassurée sur mon estime de moi, la possibilité de plaire, mais vraiment, cet enchaînement de relations n'a pas été positif et je pense que ça a été une sorte de séquelle, finalement relationnelle de cette blessure-là. J'ai mis quelques années à lever le pied et à me dire que c'était peut-être important que j'apprenne à être, toute seule aussi et à prendre le temps de rencontrer, la bonne personne. Bon, aujourd'hui, je spoil un peu, hein, je suis en couple, j'ai un enfant, je me sens plutôt, équilibrée, sentimentalement, mais il y a eu cette période-là assez spéciale, quoi. Et est-ce que tu as ressenti le besoin après de retourner peut-être consulter la psychologue en grandissant, en voyant peut-être tes relations qui se passaient pas forcément comme la première ou non, t'as poursuivi ton chemin toute seule? Et effectivement, le fait d'avoir, connu cet épisode-là, vers 16 ans, un peu dépressive, on va dire que j'ai pas fait une dépression au sens médical du terme, mais je commençais à en avoir des symptômes, en tout cas avec une peine qui s'installait durablement et où je somatisais. Du coup, ça m'a conduite à commencer à travailler des choses avec une psychologue et après, du coup, c'est devenu une possibilité pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis quelqu'un qui, quand je commence à rencontrer, des difficultés relationnelles, bon, j'ai aussi un métier qui est dans le relationnel, donc c'est quelque chose qui bouscule beaucoup et qui fait que je suis un peu obligée, si je veux, tenir la route dans mon métier, de pas me laisser emmerder, par, des petits problèmes de positionnement. Donc ce qui fait qu'en effet, j'ai cette facilité à pouvoir aller consulter à un instant T. C'est pas forcément quelque chose qui s'installe sur le long terme, mais j'ai pris l'habitude, bah, du fait de cette expérience-là, de réfléchir à mes relations, que ce soit amoureuses, amicales, professionnelles, à mes parents, enfin voilà. En tout cas, j'ai ce réflexe-là. Je trouve ça plutôt aidant, parce que ça aide des fois à corriger le tir et à se sentir un peu mieux positionné, un peu plus à sa juste place et à lutter aussi contre ma tendance à ne pas avoir confiance en moi. J'essaie de plus prendre soin de ma confiance en moi, mais c'est un exercice, voilà, qui des fois, ça demande des petites piqûres de rappel. C'est vrai que ça, hem, contrairement à des personnes qui des fois vont, consulter des psychologues, au bout d'un âge avancé, moi j'ai démarré tôt et c'est pas forcément une mauvaise chose parce que du coup je rentre vite en travail, je me remets vite en question et j'ai pas forcément besoin de beaucoup de séances pour aller mettre le doigt sur des choses compliquées parce que j'ai déjà fait cet exercice en amont et ça m'a permis de développer une, comment dire? Ouais, une capacité à observer et à analyser dans quoi je suis et essayer d'avoir des attitudes, équilibrées en tout cas qui ne me font pas de mal et qui font pas de mal aux autres. Bah, merci beaucoup. Alors pour finir, il y a la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Je pense que ce serait celui de rester à l'écoute. Ça veut tout dire et rien dire et à la fois ça décrit peut-être cette posture du parent, qui est attentif sans forcément s'imposer, mais qui est là, bienveillant, pas dans le jugement. Si ce sont des parents dont l'adolescent, ou l'adolescente traverse un moment de chagrin d'amour, je pense aussi que c'est d'être plutôt patient parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, si c'est banal, c'est pas forcément anodin. Du coup, pas forcément hésiter à se faire aider si ça prend, des proportions qui peuvent, inquiéter. Donc voilà, ce serait rester à l'écoute et aussi, mais ça je pense que c'est un peu le fil rouge de l'éducation qu'on donne aux enfants, c'est, l'estime de soi. Parce que je pense que, finalement, essayer de travailler cette estime de soi, même chez les tout petits, ça marche aussi à l'adolescence
Et peut-être que ça permet d'être quelque chose sur lesquels l'ado peut s'appuyer au moment où il est malmené par rapport à ça. Merci beaucoup pour ton super message. Je suis très contente que tu as accepté mon invitation sur le podcast parce que je sais que les épisodes témoignages, c'est pas les plus faciles. Donc c'est vraiment chouette que tu as accepté de nous partager ton histoire. J'espère que ça pourra aider les parents ou les ados qui pourront écouter cet épisode aussi. Je leur souhaite, j'espère. Merci en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.